Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Aujourd'hui, Espace Méditerranée va vous permettre de remonter le temps avec l'histoire d'un village provençal très ancien, Simiane-Collongue. Et notre professeur n'est autre que Philippe Ardouin, maire du village. Il nous reçoit au château de Simiane, actuel hôtel de ville, l'un des derniers exemples de bastide d'Ancien Régime bâti en Provence. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous sur les ondes de Radio JM. On vous connaît féru d'histoire et on a envie d'en savoir un peu plus sur Simiane-Collongue, une des plus anciennes communes des Bouches-du-Rhône. Vous êtes donc le maire de Simiane-Collongue depuis 2014. Vos origines ne sont pas de Simiane, mais vous êtes malgré tout un passionné par l'histoire de la ville. Tout à fait, c'est une ville qui est très riche en patrimoine. Ça demande de l'étudier. Si on ne connaît pas son passé, on n'a pas d'avenir. Ça, c'était Néron qui avait donné cette phrase-là, qui a été après plagiée par plusieurs personnes. Mais je pense que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut savoir d'où on vient pour avoir un avenir. Et surtout, ça donne une identité. Et cette identité, dans une collectivité, c'est un fil directeur et c'est très intéressant. Et je pense que vos administrés sont contents d'avoir un maire qui s'intéresse à l'histoire de leur village. Alors sans remonter au temps reculé où les hommes préhistoriques sillonnaient la campagne à la recherche de nourriture, on peut se demander quel était le paysage des territoires environnants. La plaine de Simiane était bordée de marécages. Tout à fait. Il y avait des marécages à Gardanne et à Bouc-Bel-Air. En fait, ces marécages ont fortement disparu puisqu'il y a eu des drainages ou autres qui ont été faits pour avoir des céréales, pour la nourriture, notamment au niveau du XVIe siècle, du XVIIe siècle, mais c'est surtout les mines de Gardanne qui ont asséché ces marécages. La topographie à l'époque, les marécages. Simiane-Collongue avait une position un peu géostratégique, entre parenthèses, et surtout une richesse potentielle économique à l'époque, car il y avait un débouché à la mer, notamment parce que Marseille n'existait pas. Il y avait toute la forêt, l'économie qui pouvait venir de la forêt, donc le bois, le gibier, la mer évidemment, il pouvait y avoir du commerce et l'économie de la pêche, enfin il y avait beaucoup de choses. Et la plaine était bordée de marécages, cette plaine était une plaine fertile, et le marécage pouvait amener de l'osier pour tresser, du poisson d'eau douce, l'argile pour faire de la poterie. Donc en fait, il y avait tous les éléments pour qu'il y ait de l'habitation. L'habitation, on trouve beaucoup de traces à partir du Mésolithique, 10 000, 12 000 ans, 15 000 ans, mais ce n'est pas la fondation du village, du moins on n'a pas trouvé de traces à ce niveau-là. Par contre, sur le village, on a trouvé une occupation à partir de 5 000 ans avant Jésus-Christ. Donc là, nous sommes dans le Néolithique et début de l'âge du bronze, donc le village existait déjà, et dans la foulée, en couche, on trouve du ligure, celto-ligure, grec, romain, et puis surtout la partie moyenâgeuse qui a été on va dire un peu l'apogée sur Simiane. À l'époque, il y avait, on reprend, on va dire l'histoire concrète, où il y a des contemporains qui ont écrit à partir de l'époque celto-ligure. Et sur Simiane, il y a 3 oppidas. Je dis oppida et pas oppidum, puisque le nom réel est oppida, et ce sont les Romains qui les ont appelés oppidum, parce que ça les gênait énormément. Oppida, c'est sexué, c'est féminin. Et c'est pas neutre. Donc ils ont mis homme qui est neutre. Donc il y avait 3 oppidas, un qui est actuellement, on va dire, partagé entre Bouc-Bel-Air et Simiane-Collongue, puisque la limite se trouve au milieu, et un qui est très très riche et qui a pratiquement pas été fouillé, qui se trouve à Notre-Dame-du-Roc, et il y a de fortes présomption que ça soit la capitale de Ségobriga, bien que cette dernière, on va dire, est revendiquée sur beaucoup de lieux, parce qu'en fait, c'est un plus au niveau des archéologues, si on arrive à l'authentifier. Mais au niveau géographique, si on s'en réfère à Hérodote ou à la légende phocéenne, la logique voudrait que ça soit à Notre-Dame-du-Roc. Et nous avions aussi un oppida qui a été rasé, qui se trouve sous les Grandes Centaines. Donc nous avons un passé très riche au niveau celto-ligure, et dans toutes les fouilles préventives qui ont été faites sur Simiane, on trouve des traces de cette époque. Tout cela est passionnant en effet. En 2022, des fouilles archéologiques ont été effectuées à proximité du centre-ville actuel. Qu'ont-elles apporté ? Alors, elle a apporté une datation, une confirmation, notamment sur la date approximative de la création de la cité. Donc, cette Simiane-Collongue a été fondée au Néolithique, puisqu'il y avait un village. Et on trouve des traces d'une occupation continue. On a des traces beaucoup plus anciennes, mais qui étaient isolées dans la colline. On ne peut pas dire que la ville a été fondée. Il y a eu une occupation.
Là, ça confirme que la ville a été fondée au néolithique. Donc ce qui fait pour l'instant, et on attend quand même la datation vraiment précise, mais Simiane-Collongue serait la plus vieille ville des Bouches-du-Rhône actuellement, si ça se confirme. Une petite fierté pour les habitants de la ville et vous-même, évidemment. Alors, c'est dès l'Antiquité que les hommes se sont installés à l'emplacement actuel de Simiane, au pied de la chaîne de l'Étoile. Tout à fait. Et cette implantation permettait justement d'avoir tous les éléments, comme je l'ai dit précédemment, pour avoir une certaine opulence, que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse, du commerce. Car cet emplacement, il faut bien comprendre que le bord de mer, où il y a Marseille, et l'arrière-pays, il n'y a pas les routes actuelles. Les routes actuelles, c'est principalement Napoléon III. Auparavant, pour aller par exemple du lieu qui s'appelle maintenant Marseille pour l'arrière-pays, Aix-en-Provence ou autre, il fallait passer par la chaîne de l'Étoile et il fallait passer par Simiane-Collongue. Donc c'était un carrefour extrêmement important qui avait aussi des axes sans passer par les marécages pour aller à Aix, Gardanne, etc. Donc vraiment c'est un lieu de passage qui a permis l'essor de cette cité à l'époque. Un lieu central en effet. Et bien entendu, le village a subi, comme les autres villages provençaux, le pillage des Sarrasins. Oui, le pillage des Sarrasins, 5e siècle. On a trouvé des traces justement dans les fouilles préventives de vaisselle sarrasine. Donc, je pense qu'il y a eu un campement. Après, est-ce qu'ils ont fait tomber la citadelle ou non? Ça, c'est un autre sujet. Mais à cette époque-là, la cité avait déjà des fortifications. Donc, cette fortification, elle s'appuyait sur les marécages et sur la topographie, évidemment. Le siège, oui. Est-ce que c'est tombé? Il y a de fortes chances, puisque c'est un peu tout l'arrière-pays qui est tombé. Et au Moyen-Âge, les habitants vivaient des produits de la ferme autour des pôles religieux. Des comtes, des seigneurs furent successivement de grands propriétaires. Alors, la seigneurie de Collongue, on ne connaît pas la date initiale de sa fondation. Mais le château, les ruines du château médiéval que nous avons avec son centre religieux et d'autres centres religieux, qui, hélas, ont servi un peu de carrière de pierre, date de l'époque mérovingienne. Et cette époque mérovingienne, il est extrêmement dur d'avoir une généalogie ou de connaître les dates. Mérovingienne, pour une bonne raison, c'est qu'il y avait eu, jusqu'à récemment, on avait la chapelle des pénitents, qui faisait partie des fortifications du château, qui était au départ la chapelle seigneuriale, et qui est mérovingienne. Donc, elle est contemporaine du château, puisque ça a été fait en même temps. Dans la généalogie, on a des textes qui sont plus des textes administratifs que l'on a pu trouver, mais qui nous a permis d'avoir des noms, des dates. La première date que nous trouvons, c'est en 973, c'est Rambert de Collongue, qui était marié d'ailleurs à Viltrude, donc les prénoms étaient un peu à consonance franque, qui va acter, donner en usus la chapelle seigneuriale, qui va devenir une église, et qui se trouve actuellement juste dans les fortifications du château, que nous avons sortis de terre et pérennisés. On trouve d'autres textes où ceci après a été donné en usus aux Templiers, puis ça a été donné aux pénitents, et c'est possible que le nom qui a perduré sur cette chapelle était la chapelle des pénitents. Cette chapelle des pénitents, hélas, est tombée en ruine en 1931, où il y a eu des désordres dans le bâtiment, et la mairie de l'époque avait fait une souscription pour pouvoir la restaurer, et c'était 7000 francs. Ils n'ont pas eu les fonds, donc ils l'ont laissé tomber en ruine. Donc c'est assez récent. On vous écouterait des heures. Avant, ça s'appelait la seigneurie de Collongue, parce que la famille, c'était Collongue. Et cette famille, comme il y avait, comme je l'ai dit, pour aller de Marseille à Aix, qui était la capitale quand même, le Parlement de Provence était à Aix, c'est un lieu de passage. Ce lieu de passage a amené beaucoup des pèlerins, et il y avait beaucoup d'habitations. Et cette dernière, il y a eu jusqu'à 6 centres religieux quand même à Simiane. C'est énorme, beaucoup de prieurés, c'était assez important. Et ceci a fait de cette forteresse, qui tenait cette route, une place géostratégique. Et cette place géostratégique, c'était aussi la puissance des seigneurs de Collongue. Les seigneurs de Collongue, jusqu'au dernier en lignée directe, qui était Hugues de Collongue, qui n'a pas eu de fils, mais une fille, Anna la Belle, qui va se marier à un Jouffrédy. Et c'est une époque extrêmement tourmentée. Auparavant, il y a eu la guerre des Bossuesques, avec le comte des Baux, qui était issu de la création du comté de Provence. Le comté de Provence, c'est un catalan, c'est le comte de Barcelone, qui est un peu l'ennemi du comte de Toulouse. Le comte de Toulouse est la première puissance européenne à l'époque. Et il va se marier avec une fille du comte de Toulouse, ainsi que les Forcalquier et le comte des Baux. Le comte de Toulouse meurt, son fils prend le comté, et le comte de Barcelone, Béranger, la famille Béranger, va revendiquer la Provence au nom de sa femme.
il va s'ensuivre une guerre qui va être assez longue. Le comte de Provence, Béranger, va avoir une idée extraordinaire. Il va prêter serment et être vassal du Saint-Empire germanique. Et là, le comte de Toulouse avait du mal à rentrer en guerre quand même avec le Saint-Empire germanique. Donc il va avoir un traité. Il y aura la marquisat de Provence et le comté de Provence. La limite, c'est le Rhône. Mais bon, le comte de Toulouse n'avait pas dit son dernier mot. Il part en croisade, mais il va charger le comte de Narbonne et le comte de Béziers de s'allier avec le comte des Baux et revendiquer le comté de Provence au nom de sa femme, qui était aussi une fille de Toulouse. Et ça va être la guerre bossuesque. Cette guerre bossuesque va durer un certain nombre d'années. Le comte des Baux, avec ses alliés, va conquérir une grande partie de la Provence, et les renforts catalans vont débarquer à Marseille. Donc il faut prendre Marseille. Pour ce faire, pour prendre le port, il faut prendre la seigneurie de Collonges. Le siège va être mis sur cette seigneurie. Les milices d'Aix vont renforcer la garnison du seigneur de Collonges, et une nuit, ils vont faire une sortie qui va surprendre les forces alliées du comte de Baux. Et dans le désordre, le comte de Baux va être fait prisonnier, ramené dans la citadelle. Ce dernier va être pris par le comte de Provence, Béranger, va l'envoyer à Barcelone, il va mourir dans une geôle, et c'est le sort de la guerre qui change. La Provence de Béranger va reprendre toute cette partie de Provence et va prendre le comté de Baux, et c'est la fin de la guerre. La deuxième phase, où le sort de la Provence a été modifié, c'est la guerre du Parlement. Vous avez, suite à Jeanne de Naples, deux prétendants. Celui qui était pressenti et naturel, qui était Duras, la famille Duras, qui était le neveu de Jeanne de Naples, elle n'a pas d'enfant. Et il y a eu une brouille, surtout parce que madame la comtesse va tomber amoureuse du capitaine de ses gardes, ce qui ne va pas plaire à Duras, qui va plus ou moins le faire assassiner, et en vengeance, elle va léguer le comté de Provence à la famille d'Anjou, qui est une famille très proche, ce qui est la famille royale en fait de France. Et il va y avoir, le Parlement d'Aix va dire non, nous, on reconnaît Duras, on reconnaît pas d'Anjou. Et va s'en suivre une guerre extrêmement meurtrière. Le sénéchal de Provence, qui était affilié à d'Anjou, qui était un Agoult, baron de Traite, va recevoir des renforts anjouanais, notamment des bombardes et de l'infanterie. Et ils vont mettre le siège devant la forteresse de Collonges. Cette forteresse va être pilonnée, les trébuchets, les bombardes vont venir à bout de la muraille, et le seigneur de Collonges va se rendre. Et c'est la fin, on va dire, la lignée directe, même si le seigneur était un Jouffrédy et plus un Collonges, puisqu'il avait épousé la fille unique de Hugues de Collonges. Il faut bien comprendre que, à cette époque-là, le seigneur de Collonges était seigneur de Gardanne, seigneur de Venelle, seigneur de Manosque et seigneur de Collonges. Et là-dessus, suite à la défaite, le Parlement d'Aix va de suite demander la paix et va reconnaître d'Anjou. Donc on a la famille d'Anjou qui ne sera plus contestée. La forteresse va être prise par Bertrand d'Agoult, le sénéchal, qui va se tailler un grand domaine, et Louis d'Anjou, Marie d'Anjou, va se retrouver dans un imbroglio politique, où le roi d'Aragon va essayer de soulever toute la noblesse qui n'a plus de terre, puisqu'elles ont été confisquées, donc tout le parti Duras, contre elle. Et elle va avoir une idée de génie. Elle va racheter ses terres au sénéchal, donc à Bertrand d'Agoult, qui va pas tellement apprécier la chose d'ailleurs, puisque va lui reprendre son territoire. Par exemple, la seigneurie de Collonges va être rachetée 50 livres or à prendre sur la gabelle de Vitrolles. On va même pas lui donner l'argent. On dit, sur la gabelle, vous allez prendre la gabelle de Vitrolles jusqu'à 50 livres. Vitrolles, c'était pas une grande cité, c'était pas la cité actuelle, hein. Il fallait quand même quelques années pour avoir 50 livres or. Et Marie, de Bois d'Anjou, va redonner ses terres au seigneur d'origine, principalement le fief, hein, parce qu'il n'y aura que Venelle et Collonges. Gardanne, etc., sera gardé. Et à la place de le redonner d'une façon héréditaire, va le donner à vie. Donc à vie, ça veut dire que s'il y a un petit problème de vassalité, elle peut le reprendre. Donc nous avons Pierre de Jouffrédy qui va faire allégeance au nom de son fils qui était mineur. Donc il va retrouver ce fief-là. Et ceci va perdurer. Et en 1451, où il va contracter des dettes, c'est peu plus avec Pierre, hein. Pierre il est mort depuis longtemps, c'était Hugo de Gaufrédy, des dettes auprès du comte. Donc le comte va reprendre sa seigneurie au nom de la rétention, parce qu'il ne pouvait pas payer sa dette. Et là, ça va être, on va dire, une multitude de seigneurs, et surtout, on va subdiviser les terres. Au départ, ça va être Pierre de Cabane, qui va échanger le château de Grévezon et le fief de Saint-Marc de Jaume-Garde, contre la seigneurie de Collonges, jusqu'à environ 1550. Et après, ça va être subdivisé entre les Forestas, les Clapiers, qui est une famille quand même très ancienne de Provence, il y aura les Duranty. Et enfin, en 1684, la famille de Simiane, Jean de Simiane, va acheter ces terres, ainsi que les terres de ce qu'on appelle au quartier qui avaient été vendues à l'église, et va en faire marquisat. Et là-dessus, Simiane Collonges va changer plusieurs fois de nom. De Collonges, ça va s'appeler Simiane, Lès, Aix et Marseille.
À la Révolution, ça s'appellera Collongue. À la Restauration, ça s'appellera Simiane, tout court. Et en 1919, on va coller les deux noms, Simiane-Collongue. Je crois que vous avez raté votre vocation d'historien. Le village n'a pas été épargné par la peste, mais malgré tout, la population s'est développée assez rapidement après cette période. Tout à fait. Il faut bien comprendre que cette peste-là, la dernière peste, les mines n'existaient pas. Donc, Collongue, Simiane-Collongue, était le plus gros bourg des environs. Cette peste a fait beaucoup de dégâts. Il y a eu plus de 200 morts sur la commune sur 800 habitants. Mais on avait des terres consacrées et les autres bourgades aux alentours du bassin de vie, Gardanne, Bouc-Bel-Air, amenaient leurs morts à Simiane, si bien qu'on a des fausses communes de la peste qui se trouvent en dessous de cette chapelle des pénitents, mais c'est très étalé, je veux dire. On rassemblait tous les morts là, donc ils construisaient des murs, ils étalaient les morts et ils remettaient la terre par-dessus. Et parmi les symboles de Simiane, son blason. Son blason, alors le blason de Simiane, c'est le blason de la famille de Simiane, que l'on peut retrouver d'ailleurs à Simiane-la-Rotonde ou autre, je veux dire, on le retrouve à plusieurs endroits. Donc il est jaune, avec des tours et des fleurs de lys bleues. Et la devise, c'est les tours qui soutiennent le lys. Donc c'est vraiment le symbole de la fidélité vis-à-vis de la couronne de France, de la famille de Simiane. Il y a de quoi peut-être faire un jumelage avec la ville de Simiane-Rotonde. Alors Simiane-la-Rotonde, on avait commencé un jumelage, puis avec les élections et le temps passant, on ne l'a pas concrétisé, on va dire. Mais à Simiane-la-Rotonde, on dit les Simianais, nous aussi. Même blason. C'est des choses vraiment qui surprennent actuellement. Ouais. Tout à fait. Et ce qui vaut le détour aussi à Simiane-Collongue, ce sont les tableaux de l'église. Notre église a du mobilier liturgique et des tableaux qui sont extraordinaires, qu'on sommes en train de faire restaurer, notamment des tableaux de Daré, qui était le peintre officiel de Louis XIV et de son élève, ce qui est un peu surprenant pour une petite ville, enfin du moins un village de l'époque. En fait, c'est une histoire un peu particulière. Il y avait une église qui était trop petite, donc elle a été rasée et ils ont fait la construction d'une autre église. Et pendant la Révolution française, au moment où on brûlait les églises, où on les déconsacrait, à Simiane-Collongue, on construisait une église. Donc elle a été construite sous la Révolution, finie sous la Révolution. Et le prêtre de l'époque prenait sa charrette, allait à Aix notamment, et regardait les couvents qu'on détruisait ou les églises. Et pour 3 francs 6 sous, achetait des tableaux, du mobilier ou autre, qui ramenait dans sa paroisse. C'est bien qu'en fait, on a un mobilier liturgique et des tableaux qui sont extraordinaires, mais en fait qui ont été rachetés pendant la Révolution, notamment à Aix. Au moment où on détruisait les églises, nous on la construisait. Je crois qu'il y avait des rebelles à Simiane. Mais à Simiane, il y a toujours des rebelles. Au cours du temps, le village a été essentiellement un village agricole, mais le village a pris aussi beaucoup d'expansion aujourd'hui. Tous les villages proches de Marseille ou d'Aix ont pris beaucoup d'essor, et cet essor, c'est principalement lié à des travaux qui ne sont pas, on va dire, endogènes. Avant, c'était agricole, il y avait beaucoup d'élevage de porcs, d'agriculture et surtout de la vigne. Il y a eu une perte de rentabilité et surtout, il y avait vraiment un besoin de logement. Donc, beaucoup de terres ont été vendues aux habitants, à des nouveaux venus, et ça a pris son essor. Évidemment, nous sommes entre Aix et Marseille, il y a une voie rapide, il y a une voie de chemin de fer, il y avait des bassins d'emploi, notamment Gardanne ou autre. Mais cette ville a commencé son essor, c'était lorsqu'il y a eu les mines, parce que nous faisons partie du bassin minier. Et aujourd'hui, les Simianais perpétuent les traditionnelles obades. Tout à fait. Nous avons les obades avec la cavalcade, qui sont des fêtes traditionnelles provençales. Et d'ailleurs, cette cavalcade, nous sommes la seule ville du bassin de vie à perpétuer cette tradition. On la retrouve par contre à L'Eau, Plantecuq ou autre. Je veux dire, on n'est pas les seuls en Provence. Et heureusement d'ailleurs. Et on y tient énormément. C'est un peu dans notre ADN. Cette fête avait disparu, hélas, et je l'ai fait revenir. Mais beaucoup de gens étaient contemporains et connaissaient cette fête. C'était la fête de leur enfance. Donc je pense que nous avons gardé les traditions provençales et ça fait le charme de notre petite ville. En fait, c'est un village avec des hameaux et c'est un endroit où il fait bon vivre et où les gens se disent bonjour. Et ça devient de plus en plus rare. Donc on n'est pas anonyme au sein d'une foule. Il y a un lien social, il y a des liens humains. Et il y a une très bonne entente, une harmonie. Attention, c'est pas le monde merveilleux d'Amélie Poulain. Et forcément, une collectivité, il y a des hauts débats, il y a des moments des choses antagonistes. Mais le bon vivre existe. On est bien à Simiane. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Peut-être que cette interview pourra attirer des touristes. Et pour plus d'informations sur l'histoire de la ville, n'hésitez pas à consulter le site simiane-collongue.fr. Merci à vous. Je vous remercie à tous. J'espère que vous avez été intéressés par l'histoire de Simiane-Collongue, qui est une des plus belles villes de France, évidemment, comme tous les maires le disent.
Je ne doute pas que les auditeurs soient intéressés par l'histoire de Simiane. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.